Bonsoir à tous, merci de votre présence. Je remercie bien sûr les organisateurs, la mairie de Nancy, qui a eu la délicatesse d'ailleurs de colorer la mairie en violet pour la journée mondiale sur le cancer du pancréas. Donc c'est la 4e fois que j'ai le plaisir d'être avec vous et j'ai essayé de présenter quelque chose de relativement différent qui va en grande partie dans le sens de Madame Charara. Nous avons des progrès à faire, ce sont des progrès thérapeutiques, mais ce sont également des progrès organisationnels. Alors, ça a été dit, l'épidémiologie montre que le nombre de cas de cancer du pancréas augmente régulièrement, avec des résultats de survie qui s'améliorent lentement, mais qui sont quand même très significatifs. Quand en Norvège, en 1990, ils avaient regardé les résultats, en population générale, il y avait 11 survivants qui étaient 11 erreurs de diagnostic. Donc il n'y avait aucun survivant en 1990. Nous sommes aujourd'hui à 11% de survie et surtout des prolongations de survie qui commencent à être franchement significatives et puis une révolution thérapeutique est probablement devant nous. Alors comment on peut éviter un cancer du pancréas ? Clairement, on n'a pas de grands moyens aujourd'hui. Ça a été dit, le dépistage n'est pas au point en dehors de la surveillance des formes familiales sur lequel je vais revenir dans un instant. Il y a des recommandations internationales qui regardent les grands facteurs de risque. Le premier, c'est l'âge. Plus on acquiert de l'âge, plus on a de risques. C'est le tabac, c'est l'obésité, c'est le manque d'activité physique et c'est l'alcool par l'intermédiaire d'une pancréatite chronique. Et puis, il y a quelques formes génétiques. Sur la diapositive suivante, il y a en fait 2 types de cancers du pancréas. Il y a les tumeurs endocrines qui sont le plus souvent bénignes et puis il y a celles qui sont malignes et qui résultent d'un traitement très différent selon le type de tumeur. Et puis, la plupart sont faits à partir des cellules du pancréas qui ne fabriquent pas d'hormones, c'est ce qu'on appelle le cancer exocrine ou le cancer canalaire, et puis il y a quelques sous-variétés. La plupart résultent d'une anomalie moléculaire qu'on ne sait pas ou qu'on ne savait pas traiter jusqu'à présent, qui est la mutation KRAS. C'est une mutation qui est propre à la tumeur, et il y a des sous-variantes. Et puis il y a des anomalies qu'on peut trouver soit dans le patrimoine génétique d'un individu transmis par ses parents, mais qu'on peut aussi trouver dans la tumeur, qui sont des gènes de réparation de l'ADN qui sont anormales. Et là, ici, tant BRCA, BRCA que MSI sont des gènes qui peuvent être transmis sur le plan familial. Et puis, on trouve qu'il y a des fusions de gènes, je ne les ai pas listés tous, mais il y a un gros programme lancé par la Commission européenne pour mieux cerner les différents sous-types de cancer du pancréas. Il y a également, ça a été dit, un plan de la stratégie décennale de lutte contre le cancer approuvé par le président de la République avec un axe sur les cancers de pronostic défavorable. Il y a eu des appels d'offres de l'Institut national du cancer auxquels on a répondu avec Alexandre Harlet, avec 6 gros projets en cours avec le Canada et avec les États-Unis. Les premiers résultats vont être soumis à publication dans quelques semaines. Donc la connaissance de la biologie moléculaire dont va vous parler tout à l'heure le professeur Harlet, clairement ça a un intérêt diagnostique, il vous parlera de l'ADN circulant tout à l'heure, et l'intérêt thérapeutique, parce que sur la diapositive suivante, on voit qu'on commence à apparaître des nouveaux médicaments, et ces nouveaux médicaments sont soit des relais de la chimiothérapie que nous avons mis en place avec nombre de collègues à Nancy, le FOLFIRINOX, les chimiothérapies à base de platine, et lorsqu'il y a une mutation, soit sur la tumeur, mais plutôt une mutation familiale, on a des nouveaux médicaments, les inhibiteurs de PARP, qu'on donne en routine dans le cancer du sein et dans le cancer de l'ovaire, et qui sont efficaces également, je vais vous le montrer dans un instant, dans le traitement d'entretien d'une chimiothérapie. Et puis, nouveau, pas vraiment autorisé en France, mais ça va venir, l'immunothérapie fonctionne dans un tout petit sous-groupe de formes familiales de cancer du pancréas. La diapo suivante.
Alors, c'est une diapo que je reprends de mon exposé sur les parcours de soins l'an dernier, pour juste rappeler que le cancer du pancréas, c'est une urgence diagnostique. À l'ICL comme au CHU, on donne des rendez-vous en 3 jours. C'est la règle qu'on s'est donnée. On veut effectivement s'organiser avec le CHU pour donner les meilleures chances de guérison, vivre plus longtemps et se sentir mieux en réduisant les symptômes et en faisant de la recherche clinique. Et là, il faut souligner l'aide massive en millions d'euros qu'on a eue au niveau du groupe Prodige, au niveau national, pour mettre en place les études de recherche qu'on a terminées. L'ICL a pris une part importante. On vient de terminer une grosse étude de recherche dans le cancer du pancréas. Le dernier patient a été inclus il y a une quinzaine de jours, bien sûr avec son accord. Résultat dans 6 mois. Sur la diapo suivante, clairement, la Commission européenne a mis le cancer du pancréas dans ses priorités, avec 3 gros projets européens auxquels on participe la plupart des CHU de France et Unicancer pour les centres de lutte contre le cancer. Je suis l'un des représentants d'Unicancer pour 2 des 3 projets. Le 3e et dernier, on l'a soumis fin septembre pour obtenir les budgets. Les 2 autres sont en cours. L'idée, c'est de dire, sur l'Europe, on va homogénéiser la qualité des soins pour que 90% des Européens aient accès à un centre expert qui est une organisation type centre de lutte contre le cancer. Faire qu'on se soutienne entre centres de lutte contre le cancer, entre nous, pour aller faire des expertises, aller faire des audits, aller sur place pour voir comment on peut ensemble améliorer les soins avec une mise en réseau. Il y a déjà eu plusieurs réunions. J'ai la prochaine en visioconférence à Rome la semaine prochaine. Je vais vous montrer, il y a une organisation européenne spécifique pour le cancer du pancréas, donc je vais vous montrer les critères de qualité. Je vous montrerai également que je suis coordinateur européen d'un certain nombre de critères de qualité qui vont paraître. Et puis, il y a toute une association, effectivement, européenne des centres de lutte contre le cancer, pour lequel le cancer du pancréas est une priorité. La diapo suivante vous montre les prérequis qu'il faut pour s'organiser, pour prendre en charge un cancer du pancréas. C'est l'organisation en parcours de soins qu'on a fait entre l'ICL et le CHU. Et vous voyez que là, déjà sur la première diapo, il y a déjà 10 disciplines de médecine différentes. Et si on prend la suivante, la diapo suivante, vous voyez qu'il y en a encore 7 ou 8. On est clairement sur des parcours de soins pluridisciplinaires, coordonnés, évalués, organisés, qui fait que on est capable d'améliorer la prise en charge, on est capable de mieux traiter les symptômes et on est capable d'obtenir des meilleurs résultats en survie. La diapo suivante vous montre les critères de qualité que va implanter dans les jours dans l'an prochain, l'Institut national du cancer. Alors les critères vont être évalués dans les hôpitaux automatiquement à partir du programme médicalisé d'évaluation des hôpitaux. En fait, c'est la méthode par laquelle les hôpitaux sont financés. C'est-à-dire à chaque hospitalisation, on remplit un document qu'on appelle le PMSI. Et dans tout ça, automatiquement, le ministère de la Santé va pouvoir savoir qu'est-ce qui travaille bien, qu'est-ce qui pose problème, à quel endroit on va pouvoir améliorer les choses. Et ces critères de qualité sont des critères internationaux validés. Pour autant, ils ne couvrent pas l'ensemble de la prise en charge. En fait, ils sont faits pour détecter une faute, une mauvaise prise en charge, de façon à ce que l'établissement soit prenne les mesures qu'il faut, soit n'ait plus les financements pour la prise en charge de ce type de patients. La diapositive suivante. Alors, sur les critères européens que je suis en train de publier, je devrais avoir la version finale cette semaine. On s'est réunis entre experts, on a travaillé à peu près 1 an et demi avec des collègues allemands, français, et de différents pays, dont la Grande-Bretagne, mais également Israël, les États-Unis. La validation des 30 recommandations majeures que nous avons effectuées, vous en voyez quelques extraits, sont validées par un deuxième groupe d'experts actuellement. Donc, dans les choses importantes, il y a la surveillance des formes familiales, parce qu'on vient de prouver, dans les 2 mois qui viennent de précéder, avec des résultats à 20 ans qui montrent que oui, c'est efficace.
surveiller une forme familiale, on détecte des cancers du pancréas à temps, on peut les opérer à temps et on a une meilleure survie par rapport à une surveillance qui n'est pas faite correctement. Les délais de prise en charge, c'est très important et la qualité de l'imagerie, en particulier du premier scanner, est quelque chose d'absolument fondamental. Faire une IRM avant une intervention est quelque chose qui est également utile. Tous les dossiers de patients opérables ou pouvant le devenir doivent être présentés dans un centre expert, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame. L'organisation en parcours, la prise en charge des symptômes. Sur la diapositive suivante, vous avez le fait qu'un chirurgien, pour être expert, doit faire au moins 30 opérations de ce type par an, j'y reviendrai, que les tumeurs dites borderline, à la limite de l'opérabilité, c'est le type de recherche qu'on vient de terminer à l'ICL la semaine dernière avec l'aide de la Ligue nationale contre le cancer. Une chimiothérapie préopératoire plus ou moins rayon améliore les choses, et maintenant on en est sûr et c'est prouvé. Mieux étudier les limites de la berge après chirurgie, je vous montrerai les résultats du docteur Lambert en fin d'exposé. Détecter les anomalies moléculaires pour donner les bons traitements au bon moment, même si on n'a pas toujours les autorisations qu'il faut aujourd'hui en France, mais ça va venir. Des recommandations d'exercice physique pendant le traitement et après le traitement, j'y reviendrai. Et on a les anticoagulants faciles et les enzymes pancréatiques sont une prescription de routine pour améliorer les diarrhées, les problèmes de digestion, des graisses. La diapositive suivante. Alors, dans le cancer du pancréas, on a 4 ou 5 situations différentes. Vous nous envoyez l'animation. La première, c'est des métastases. Vous continuez. Voilà. La deuxième situation, c'est une maladie qui est étendue localement, mais elle n'est pas opérable. C'est à peu près 30% des cas. Donc, vous voyez, les métastases d'emblée, c'est 50% des cas. C'est pour ça que c'est important de faire un diagnostic rapide. Potentiellement opérable, tumeur à la limite de l'opérabilité, c'est à peu près 6% des cas, et opérable d'emblée, c'est seulement 10 à 15% des cas. Donc on intervient très tard dans un cancer du pancréas, et c'est ça qu'il faut espérer pouvoir changer. La diapo suivante, donc premier cas, situation en maladie métastatique. Bon, seuls les patients en bon état général et qui ne sont pas allongés toute la journée, extrêmement fatigués, peuvent être traités avec 2 traitements de référence, le FOLFIRINOX mis au point ici, avec l'aide de l'intergroupe Prodige, 3 groupes de recherche, plus la Ligue nationale contre le cancer, et nab-paclitaxel, gemcitabine, nab-paclitaxel, toujours pas remboursé, malgré 5 ou 6 ans de commercialisation. Et si la Fondation Arcade veut nous aider à faire remonter le dossier aux politiques, ça finit par être un peu fatigant. Diapositive suivante, diapo suivante, oui, s'il vous plaît. Alors, voilà par exemple, et là des études comme ça rejoint votre exposé, madame, il y en a une quinzaine dans la littérature. Voilà une étude exhaustive faite sur plus de 7000 patients au Canada, dans l'Ontario, ça a été fait exactement pareil au Danemark, en Norvège, en Allemagne, en Israël, enfin, au Japon, voilà. Globalement, quand on prend en charge moins de 16 patients par an dans un hôpital, et c'était le cas de 80% des hôpitaux au Canada, versus plus de 16, la différence est très importante. Consultation avec un spécialiste, quel qu'il soit, oncologue, chirurgien, radiothérapeute, 9% versus 100%. Chance de recevoir une chimiothérapie pour une maladie métastatique ou une chimiothérapie qu'il fallait faire pour une autre raison, plus 20%. Durée de chimiothérapie, le double. En fait, les non-experts arrêtent la chimio en route dès la première toxicité. Et évidemment, il n'y a pas les mêmes résultats. Et la survie en an, 60% d'écart. C'est quand même des résultats assez impressionnants. Et ce qui est plus net dans l'article, et que tout le monde confirme, c'est-à-dire que il y a un tel nihilisme, on pense tellement qu'on ne va pas y arriver dans un cancer du pancréas, que beaucoup de spécialistes de par le monde lancent une chimiothérapie alors que c'était opérable et qu'on pouvait guérir d'une chirurgie suivie d'une chimiothérapie. C'est quand même assez ennuyeux. Heureusement, l'organisation qu'on a en France avec les réseaux de soins et tout le travail qui a été fait dans le Grand Est autour des réseaux et des référentiels fait qu'on a
considérablement amélioré la qualité depuis les années 2000, même s'il reste des choses à faire. Diapositive suivante. Alors, quand on regarde la synthèse de tout ce qui se fait en centre expert dans les traitements dits palliatifs, qui sont là pour améliorer la survie, améliorer la qualité de vie, gérer les symptômes, ben, l'un dans l'autre, dans les centres experts, ben, on a un meilleur accès aux nouveaux traitements, c'est mieux connu. On a plus d'utilisation de la biologie moléculaire et donc de la médecine de précision qui en découle. Il y a plus d'accès à des nouveaux médicaments, et ça sera l'exposé du docteur Lambert, tous les nouveaux médicaments qui arrivent, mais je vous donnerai quand même quelques extraits de choses qui sont vraiment très très prometteuses. Il y a un meilleur suivi des recommandations. Il n'y a pas de rupture dans les soins, c'est-à-dire si on fait une chimiothérapie préopératoire, ben on n'oublie pas qu'il faut organiser la chirurgie derrière 1 mois et demi avant, hein. Voilà, il y a plus d'accès aux soins de support et il y a plus de chances de pouvoir être opéré dans un deuxième temps si la chimiothérapie donne un bon résultat. La diapositive suivante. Alors, communiqué de presse tout récent. Un laboratoire vient de faire un communiqué de presse, j'en sais pas plus que ce qui est noté là. Ils ont fabriqué un FOLFIRINOX modifié, c'est-à-dire qu'ils ont mis au point un nouveau schéma en changeant l'irinotécan, qui est la molécule de l'acronyme IRI ici, du FOLFIRINOX, et ils ont fait un irinotécan liposomal. Là aussi, madame, il n'est pas remboursé, alors qu'il est disponible depuis 6 ou 7 ans et qu'aucun hôpital ne peut l'administrer, puisqu'il a un coût relativement astronomique et qu'il n'y a aucune prise en charge. Donc là, ça changera probablement avec cette étude, puisqu'il démontre que par rapport à l'autre chimiothérapie de référence, nab-paclitaxel plus gemcitabine, ils ont une amélioration de survie. Ce que nous, avec le FOLFIRINOX, on n'a pas pu prouver, même si c'est l'évidence dans les grandes études de population qui ont été faites, simplement parce que le médicament était trop cher, on n'avait pas les moyens de mettre en place une étude de ce type, et puis surtout le laboratoire qui commercialisait ce médicament n'était pas d'accord pour que cette comparaison soit faite. Voilà, donc là, probablement, je pense qu'on aura les résultats en janvier de cette étude, mais c'est franchement une bonne nouvelle d'avoir un schéma qui sera au moins aussi efficace et peut-être plus efficace que le FOLFIRINOX. Ils n'ont pas donné de chiffres, donc j'en sais pas plus. Diapo suivante. Alors la médecine de précision, c'est donc la médecine qui résulte de la connaissance des anomalies moléculaires de la tumeur ou du génome du patient. Donc on a des nouveaux médicaments, des inhibiteurs de l'immunothérapie, des inhibiteurs de fusion de gènes différents. Enfin, ici, la fusion est la même que dans les tumeurs des voies biliaires. Seul l'olaparib aujourd'hui a une autorisation de mise sur le marché, la diapositive suivante, et vous voyez que ça représente à peu près 6% des patients. Il est autorisé pour les formes familiales, et quand on a démontré qu'il y avait la mutation dans la famille, après une chimiothérapie de type FOLFIRINOX, l'olaparib permet de préserver quelques mois supplémentaires le bon résultat du FOLFIRINOX. C'est un médicament qui est bien toléré, donc ça veut dire qu'on va reprendre une chimiothérapie plus tard, ce qui en termes de qualité de vie a bien sûr un bénéfice pour le patient d'avoir 4 mois de pause par exemple sans traitement. Diapositive suivante. Ça, c'est quelque chose de très spectaculaire dans le New England cette année, d'une manipulation des cellules T du patient pour faire que l'organisme du patient reconnaisse un antigène, en l'occurrence la mutation KRAS dont je vous parlais tout à l'heure, présent dans les cellules tumorales. Donc ils administrent une immunothérapie. In vitro, ils font proliférer les cellules T pour en fabriquer des poches et des poches, les réinjecter aux malades, remettre un immunosuppresseur, l'interleukine 2, qu'on utilisait il y a une trentaine d'années dans le cancer, le traitement du mélanome ou du cancer du rein. Pour l'instant, il y a eu un seul cas décrit avec une rémission tout à fait spectaculaire. C'est un cas d'école, il faudra voir si c'est confirmé sur des dizaines, des centaines, des milliers de malades. Si c'est accessible en routine, on en est très très loin. Mais c'est une démonstration
comme quoi le cancer du pancréas, qui était considéré comme un véritable désert immunitaire, il n'y avait pas de cellules qui défendaient l'organisme. On ne pouvait pas accéder aux cellules tumorales. Eh bien, si on peut y arriver dans certains cas. La diapositive suivante. Alors, deuxième situation, maladie étendue localement, inopérable. Là, on a beaucoup plus de difficultés. Avec deux études récentes qui donnent un peu d'espoir, mais qui ne sont pas très spectaculaires. Sur la diapo suivante, qui montre les résultats d'un groupe italien avec cette combinaison gemcitabine plus nab-paclitaxel versus gemcitabine seule, et la combinaison fait mieux, en survie sans progression de la maladie, en survie globale. Mais ça reste des résultats modestes. Et la diapo suivante, c'est un travail de l'équipe Prodige. Vous faites un return de plus, s'il vous plaît. C'est le groupe Prodige avec Michel Ducreux à Gustave Roussy. On a mis des patients. Bénéfices en termes de survie sans progression du FOLFIRINOX par rapport à la gemcitabine, mais pas de résultat de survie. C'est une étude qu'on a mis 10 ans à faire, probablement. Et il faut revoir tous les dossiers pour voir si les patients ont été opérés au bon moment et si on n'aurait pas pu faire mieux et tirer des leçons de ces résultats relativement modestes. La diapo suivante, parce un return, s'il vous plaît, parce que la question aujourd'hui, c'est qu'effectivement, avec une chimiothérapie bien conduite dans une tumeur inopérable, on peut rendre opérable entre 20 à 25% des tumeurs, jusqu'à 35, nous disent nos collègues du Memorial Sloan Kettering à New York. La diapo suivante, et opérer le patient et faire une chimiothérapie ensuite peut permettre de guérir les patients avec une chimio de précaution. Et la meilleure chimio de précaution aujourd'hui reste le FOLFIRINOX, dont on vient de publier le mois dernier les résultats avec 6 ans de recul qui confirment les résultats qu'on avait eus. Diapo suivante. Et on a, vous faites encore des returns, voilà. Et on a fait cet été avec Aurélien Lambert 5 études qui sont actuellement publiées. Et puis voilà la 6e qui ne l'est pas. C'est important d'aller regarder les berges d'une intervention chirurgicale pour voir si le chirurgien a tout enlevé. C'est très compliqué. En péropératoire, on fait des analyses des marges de la tumeur pour voir si c'est envahi ou pas. Et on regarde en routine 7 marges en avant, en arrière, sur le côté, à droite, à gauche, sur la voie biliaire, sur le duodénum, sur l'estomac, etc. Et en fait, Aurélien, ayant repris 500 dossiers, a pu démontrer qu'en regardant 3 marges, on avait absolument le même résultat, et que selon l'état des marges, on avait des pronostics extrêmement différents, que donc on pouvait simplifier la technique, gagner du temps pendant l'opération, gagner du temps d'un anatomopathologiste, une profession qui se fait rare, et puis le résultat qui n'était pas attendu. Avec le traitement standard d'il y a 10 ans, la gemcitabine, les pronostics sont très différents, que les marges soient touchées ou pas touchées, ou qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 marges. Alors qu'avec le FOLFIRINOX, il n'y a aucune différence. Finalement, la nouvelle chimiothérapie efface le pronostic défavorable d'une berge envahie. La diapo suivante. Alors aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, c'est important de centraliser la chirurgie dans des centres experts. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas ce type de chirurgie à l'ICL, puisqu'on fait entière confiance à nos collègues du CHU, qui ont une très grande expérience, qui opèrent très bien les patients, qui savent les renourrir, les surveiller en pré- et post-opératoire, et on travaille avec eux dans de bons résultats. Alors dans le monde entier, on met en place la certification des professionnels. Ce n'est pas encore en place en France. Par contre, chaque chirurgien peut le faire à titre individuel en s'inscrivant à une certification européenne. Il faut bien sûr un nombre minimal de chirurgiens dans chaque établissement pour que, en période de congé, etc., tout se passe bien. Il y a eu d'ailleurs des catastrophes aux Pays-Bas où ils ont centralisé sans prévoir forcément le nombre de chirurgiens dans les centres référents. On a vu très vite ce qui se passait. Il faut publier les résultats, regarder là. Et donc, il y a des pays qui ont clairement, sur le cancer du pancréas, organisé des contrôles qualité exhaustifs. Ce n'est pas encore le cas en France, mais les premiers signes, vous avez vu 6 critères tout à l'heure de l'Institut national du cancer, sont en route. Et là, il vient d'être publié cette année les premiers résultats de la certification en Allemagne. 96 centres ont été certifiés.
955 ne le sont pas, et ben ça donne 23% d'écart de survie à 1 an, à 5 ans, pardon, après la chirurgie. C'est une différence qui est impressionnante, hein, qui plaide pour la centralisation, sur lequel il y a un consensus clairement international. La diapo suivante. Alors, vous montre le nombre de cas minimum qu'il faut avoir dans les pays pour avoir le droit d'opérer un cancer du pancréas. Alors, en France, on était presque à 0. Il fallait 20 tumeurs digestives par an. Le seuil va passer l'an prochain et on aura 2 ans a priori pour se mettre dans les clous des nouveaux critères, me semble-t-il. On sera, pour le cancer du pancréas, à 5 cas par an, donc très loin des critères internationaux. Alors, pour Nancy, pour Strasbourg, on n'a pas de problème. Le CHU de Nancy opère 110 cancers du pancréas par an et a des soins de qualité, à l'organisation avec nous de pluridisciplinarité. Et là, effectivement, ce qu'on voit, si on a une centralisation, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, une perte de chance quand on n'est pas dans un centre expert, parce qu'on a moins de chances d'être opéré, en particulier avec une chirurgie première. Et puis, quand on est opéré, on n'a pas forcément, et on a la moitié de chances en moins, 40 versus 80%, de recevoir une chimio de précaution. Or, une chimio de précaution triple la survie. Donc, c'est très dommage de ne pas la faire pour une raison ou pour une autre. Alors, ce que disent par contre les différents articles, et on a vu ce débat en France sur les maternités, sur les services de pédiatrie, c'est que les patients sont éloignés de leur domicile. Donc il y a une réticence pour mettre en place ce type de critères, parce que devoir se déplacer, ça gêne. Pour autant, aux États-Unis, la plupart des patients vont se faire opérer à Houston ou à New York. Il y a une volonté politique de faire qu'on veut absolument améliorer les choses. Donc on y viendra. Ça fait partie du programme européen qui se met en place. La diapo suivante. Donc voilà par exemple un extrait de l'étude que j'ai publiée courant septembre. Par exemple, quand la chimiothérapie est menée au bout, c'est la courbe verte. On a quand même beaucoup plus de chances de survie que si c'est interrompu en route. Et dans cette même étude, si malheureusement il intervient une rechute, à partir du moment de la rechute, les centres experts aussi font beaucoup mieux en termes de survie, y compris à partir de la rechute. La diapo suivante. Alors, quelque chose qui promet peut-être d'être extraordinaire. Je suis en contact avec l'équipe qui a mis ça au point. C'est de faire, après l'opération, une immunothérapie spécifique. Donc, on est dans le retour de l'immunothérapie dans le cancer du pancréas, dont on pensait qu'elle n'avait pas les moindres chances. L'idée, c'est d'injecter en post-opératoire un stimulant de l'immunité qui est commercialisé, qui est un des médicaments qu'on va utiliser dans l'immunothérapie du cancer bronchique ou du cancer de vessie, et qui est efficace aussi dans cette situation-là, et de fabriquer, excusez-moi pour les fautes de frappe que je vois, il y a des pluriels pas faits, j'ai fait ça en dictée vocale. Toujours est-il qu'on est capable de reconnaître les mutations, de fabriquer à partir de la tumeur du patient en l'espace de 2 mois, un espèce de vaccin pour reconnaître dans chaque tumeur des antigènes que l'organisme peut reconnaître et détruire les cellules qui en sont porteuses. Donc on va faire 8 injections d'immunothérapie suivies de la chimiothérapie habituelle post-opératoire. Donc il y a eu sur la diapo suivante 16 malades qui ont reçu ce traitement. Et 8 malades n'ont fait aucune réponse au vaccin. Ils n'ont pas fabriqué d'anticorps. Et tous ces malades-là ont tous rechuté. Alors que tous ceux qui ont reçu l'anticorps, il n'y a aucune rechute avec 18 mois de recul. Donc ça a l'air extraordinaire. Je suis en cours de négociation pour que, voilà, on essaie d'avoir ça en coopération avec le CHU. J'ai une deuxième vidéoconférence avec les États-Unis la semaine prochaine.
J'espère que ça va marcher parce que c'est porteur d'espoir. Alors, je ne romps aucun document de confidentialité. Ça, ce que je vous présente là, c'est des documents publics. Voilà. La diapo suivante, qui est la dernière, c'est pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'organisation des soins, les progrès thérapeutiques, la coordination entre les différentes disciplines, c'est extrêmement important. Et dans le programme personnalisé d'après-cancer, dans le suivi qui sera effectué après le traitement, on a démontré cette année, avec les équipes du GERCOR et probablement d'Arcade derrière, et notre participation à l'ICL, que l'activité physique pendant les traitements améliorait significativement la qualité de vie. Alors, on a reçu ça comme un résultat un peu décevant parce qu'on espérait démontrer une amélioration de survie. Maintenant, la qualité de vie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et une amélioration de l'activité physique, une meilleure vie psychologique, moins d'insomnie, plus d'activité au quotidien, plus de vie sociale, moins de douleur, plus d'appétit, c'est quand même un beau résultat. Et j'espère que, en l'occurrence, ça deviendra un standard. Et je remercie là aussi la Ligue nationale contre le cancer, les équipes du CHU qui nous aident à mettre en place cette activité physique adaptée dont on vient de prouver pour la première fois dans le cancer du pancréas que c'était quelque chose d'important. La dernière diapo, c'est pour vous dire que le cancer du pancréas, ça reste l'Himalaya de la cancérologie, mais les cordées sont en route et on est en bonne route et on y arrivera un jour. Je vous remercie de votre attention. Professeur, merci beaucoup pour ce super exposé. Je voulais vous dire que l'activité physique qui a été mise en place par Cindy Dugay, c'est un programme qui a été financé par la Fondation Arcade. Voilà, merci beaucoup. Je m'en doutais un peu, c'est pour ça que je me suis permis de le citer. Et puis on est heureux d'y avoir participé avec tout un système de coaching en vidéo qui permettait aux patients de ne pas aller dans les salles de sport, mais de faire avec un coach de l'activité physique adaptée en fonction de ses possibilités à domicile. Donc c'était effectivement un programme très ambitieux et qui est une réussite. Merci en tout cas.